Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 25 avril 2020 pour le 187e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport malheureusement marqué par une nouvelle hausse des bombardements et de nouvelles destructions entre autres d'habitations civiles, mais aussi de certaines infrastructures comme des écoles, je vais en reparler. Marqué surtout par un nouvel échec des négociations des groupes de contact et la situation politique en Ukraine, et je vais bien sûr aussi revenir sur l'épidémie de coronavirus ici dans le Donbass. Sur le plan militaire, du 18 au 24 avril 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 74 reprises, donc on est à une de plus que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 12 obus d'artillerie de 122 mm, 167 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on est à plus que la semaine passée, pour un total de 689 munitions, donc là on est à moins que la semaine dernière. Par contre, durant les dernières 24 heures, il y a eu 19 violations et 209 munitions, donc 88 obus de mortier de 120 et 82 mm, tirés par les forces armées ukrainiennes contre la RPD, donc ça c'est pas bon du tout, et ça augure que la semaine à venir risque de voir un bilan encore pire que celui de cette semaine. Les tirs de cette semaine ont blessé un soldat, on n'a pas eu de mort, 19 habitations ont été endommagées en RPD, ainsi que plusieurs pièces d'infrastructure. Il y a eu 5 habitations de plus qui ont été endommagées durant les dernières 24 heures. Côté ukrainien, il y a eu 15 morts, dont 2 de coronavirus et 14 blessés. 57 soldats ukrainiens qui étaient sur le front, donc dans le Donbass, ont été hospitalisés cette semaine pour soupçon de coronavirus, et au total ce sont 420 soldats ukrainiens déployés dans le Donbass qui sont soignés soit pour coronavirus, soit pour pneumonie ou maladie respiratoire virale, sachant qu'à mon avis il y a un bon paquet de ceux qui sont dans la catégorie pneumonie qui à mon avis sont en réalité des coronavirus, mais bon. Au niveau pièces d'armement, les services de renseignement de l'RPD ont détecté 19 pièces d'armement situées près d'habitations ou d'infrastructures à proximité de la ligne de front côté ukrainien, à savoir dans le détail 3 véhicules de transport de troupes blindés, 5 véhicules de combat d'infanterie et 11 véhicules de combat ou de reconnaissance blindés. Bien sûr, pour cacher ces pièces d'équipement aux yeux de l'OSCE, les soldats ukrainiens brouillent les signaux de leurs drones. Résultat, les observateurs ont dû poser leurs drones pour ne pas les perdre. J'ai pas de carte cette semaine, mais voilà la situation. Et en fait, comme vous avez pu le voir sur le graphique du bilan de la semaine, la situation s'est fortement dégradée à partir du 20 avril. Puisque du 20 au 21 avril 2020, l'armée ukrainienne a presque multiplié par 3 le nombre de munitions qu'elle a tirées contre la RPD par rapport aux 24 heures précédentes. Ils ont tiré 147 munitions, dont 22 obus de mortier en 12 violations du cessez-le-feu. Ces tirs ont endommagé 7 habitations dans le village de Staro-Mikhailovka, un village sur lequel l'armée ukrainienne continue de s'acharner, puisque peu de temps après, le lendemain, 3 nouvelles habitations ont été endommagées lorsque les soldats ukrainiens ont tiré à 20h à coups de véhicules de combat d'infanterie sur les zones résidentielles. Les pièces d'infrastructure vitales ne sont pas en reste, puisque le 21 avril à 17h10, l'armée ukrainienne a tiré sur la zone de la station de pompage de Vassilievka. Je rappelle, ceci est un crime de guerre. Ils ont tiré à coups de lance-roquettes anti-chars, de lance-grenades automatiques et de mitrailleuses lourdes. Leur vie étant menacée par ces tirs, bien entendu, les employés de la station sont partis se réfugier dans les abris. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Puis du 22 au 24 avril, les forces armées ukrainiennes ont violé le cessez-le-feu à 29 reprises, tiré 256 munitions, donc c'est presque la moitié du bilan de la semaine, quoi. Et ils ont endommagé 9 habitations et une école. 4 habitations ont été endommagées du 22 au 23 à Trudovski et Staro-Mikhailovka, donc qui sont des villages de la périphérie ouest de Donetsk. Mais les habitations civiles semblent ne pas suffire en termes de crimes de guerre pour les soldats ukrainiens. Et donc le 22 au soir, ils ont ouvert le feu sur l'école d'Alexandrovka. Un coup de fusil de sniper et de lance-roquettes.
Les vitres de l'école ont été endommagées. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Et donc, rien que durant la journée d'hier, comme je le disais, 5 habitations de plus ont été endommagées. Une maison qui a totalement brûlé à Zaïtsevo après l'impact direct d'un obus de mortier de 120 mm. Je vous encourage à aller voir la vidéo que j'ai publiée sur la chaîne YouTube de Donbass Insider, qui a été fournie gracieusement par le maire de Gorlovka, Ivan Prichodko. Et les 4 autres habitations endommagées l'ont été à Jabitchevo, Trudovski et Staro-Mikhailovka, encore et toujours. Quand je vous dis qu'ils s'acharnent sur ce village, c'est vraiment une catastrophe. Mais ça, c'est tous des villages qui sont sur la périphérie ouest de la capitale. Donc, c'est pas bon du tout. On voit qu'il n'y a toujours pas de respect du cessez-le-feu et que la baisse qu'on avait vue n'était que temporaire. C'est malheureusement ce que je craignais. Et je pense que ça va pas aller en s'améliorant, puisque si on regarde la partie accord de Minsk, diplomatie, ça avance pas. Puisque cette semaine, il y avait une nouvelle réunion des groupes de contact au format vidéoconférence, le 20, puis le 22 avril. Alors, entre autres, le 20, c'était le groupe de contact sur les questions de sécurité, donc tout ce qui est cessez-le-feu, retrait des troupes et des équipements, etc. Et il y avait 3 décisions majeures sur lesquelles le groupe de contact en charge des questions de sécurité devait se prononcer. Un accord sur les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu pour garantir la fameuse trêve qui est quand même le premier point des accords de Minsk. L'harmonisation du texte devant compléter la décision cadre concernant le retrait des troupes et des équipements. Donc c'est un texte qui doit venir corriger des manques, des choses voilà, qui sont apparues après les premiers retraits de troupes et d'équipements. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été prises en compte dans le texte initial et que donc il fallait faire des petits addendums. Et l'accord sur la localisation des 3 nouvelles zones pilotes de désengagement des troupes. Je rappelle, désengagement dans ces 3 nouvelles zones pilotes qui auraient dû se finir fin mars. On est déjà fin avril. Et on n'a toujours pas trouvé la localisation. Puisque après 4 heures de négociation, le résultat de cette réunion du 20 avril a été un échec total. Toujours aucune décision sur la localisation des 3 nouvelles zones pilotes, alors que comme je le dis, ça fait déjà 1 mois que le retrait aurait dû être terminé. C'est-à-dire c'est même pas la localisation qui aurait dû être déterminée il y a 1 mois. On aurait dû finir tout le processus le mois dernier. Voilà. Donc vous voyez, on est quand même très très mal barré. Le représentant de l'RPD au sein de ce sous-groupe de contact, Alexei Nikonorov, a expliqué que la RPD et l'RPL ont proposé chacune 2 zones, donc ça fait un total de 4. Sur 4, normalement, on devrait arriver à trouver 3 sur lesquelles tout le monde arrive à se mettre d'accord. Mais non, parce qu'aucune de ces zones n'a été proposée par Kiev. Et ce, malgré le fait qu'ils ont pas, on va dire, argumenté pour dire non, on veut pas celle-là, quoi. Donc il n'y a pas eu de refus ouvert de ces trucs-là, mais ils proposent d'autres zones de leur côté, donc ça bloque complètement le processus. Bien sûr, l'harmonisation du texte devant compléter la décision cadre et l'accord sur les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu n'ont pas avancé non plus. Donc, nouvelle réunion le 22 avril, toujours au format vidéoconférence. Une réunion qui a de nouveau eu lieu sans la présence du représentant ukrainien en chef, Leonid Kuchma, dont l'absence pour la 3e fois consécutive s'est quand même bien fait remarquer. Là, la ministre des Affaires étrangères de la RPD a dit que, ça serait peut-être bien qu'il revienne au travail quand même. J'aimerais bien qu'en Ukraine, quelqu'un explique à M. Kuchma que le coronavirus n'est pas un virus informatique. Il risque pas de l'attraper en assistant à une vidéoconférence. Le virus ne va pas lui sauter dessus depuis l'ordinateur. Je le rassure tout de suite. Parce que depuis qu'il n'est pas là, les négociations avancent pas d'1 pouce. C'est l'impasse totale. De nouveau, les représentants ukrainiens ont essayé de politiser le processus de désengagement des troupes et des équipements militaires, obligeant la représentation de l'RPD à rappeler que le but quand même premier de ce processus, c'est surtout de faire baisser les bombardements jusqu'à élimination complète des violations du cessez-le-feu. Le but, c'est d'arriver à mettre en œuvre le premier point des accords de Minsk. Voilà. Mais bien qu'aucune des parties n'ait eu la moindre objection sur plusieurs des sites pilotes de retrait proposés par l'RPD et l'RPL,
toujours pas d'accord conclu sur ce point du communiqué du dernier sommet au format Normandie, ce qui montre bien que l'Ukraine n'a pas du tout l'intention d'appliquer ce point des accords de Minsk, ce qui explique d'ailleurs pourquoi Zelensky a rétro-pédalé sur ce point en décembre et qu'on est reparti sur 3 zones pilotes au lieu d'un retrait sur l'ensemble de la ligne de front comme ce qui était prévu initialement. Bon, je sais pas, je vais vous épargner le suspense, la situation est la même avec l'harmonisation du texte pour compléter la décision cadre de désengagement des troupes. Résultat, le coordinateur de l'OSCE, je crois qu'il en a un petit peu ras-le-bol. Et il a décidé de prendre le taureau par les cornes. Il a dit je vais prendre vos textes de chacune des parties et puis je vais faire une version consolidée. Voilà, donc je vais faire une version où on va mettre déjà tout ce sur quoi vous êtes d'accord et puis je vais mettre après un tableau avec tout ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Voilà, hein, et puis on va essayer d'avancer comme ça. Bon, je félicite pour ça le coordinateur de l'OSCE au sein de ce sous-groupe de contact d'essayer de faire avancer le schmilblick parce que sans ça on va jamais y arriver. La représentante de la RPD, Natalia Nikonorova, notre ministre des Affaires étrangères, a aussi demandé aux participants de la réunion de fournir des garanties de sécurité parce qu'on a un gros problème de conduite d'eau endommagée dans la zone grise près de Yelenovka. Des fuites constantes au niveau de la station de pompage d'Yelenovka qui ne peuvent pas être réparées depuis des mois faute de garantie de sécurité de la part de l'Ukraine, ce qui impacte les civils, hein, donc ils se retrouvent privés d'eau. Donc ça serait bien quand même qu'on arrive juste à faire ça, quoi, juste des travaux de réparation dans la zone grise, c'est quand même pas extraordinaire comme truc. Hein. Bon, la réunion du groupe de contact en charge des questions politiques n'a pas avancé plus que celle sur la sécurité. Hein. Bon, je pense que pas une surprise pour vous. L'Ukraine n'a toujours pas soumis la moindre proposition de texte législatif pour mettre en œuvre le fameux statut spécial du Donbass, ni même la liste des lois en question. Ils ont même pas fourni la liste. Et ils ont même réussi à faire encore pire, au rayon sabotage, puisque lors de la réunion du 22 avril, les représentants ukrainiens ont même refusé de discuter du mécanisme d'harmonisation de ces lois avec les RPD et les RPL. Je rappelle, c'est quand même le but de l'existence du groupe de contact politique. Donc, pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous êtes là si vous refusez même de discuter ne serait-ce que du mécanisme d'harmonisation ? C'est-à-dire de la façon dont vous allez travailler pour vous mettre d'accord. On en est là quand même. Hein. Je rappelle les accords de Minsk, on les a signés septembre 2014 pour les premiers, février 2015 pour les seconds. On est en 2020. On en est encore là. Voilà. On en est encore à... non, on ne veut pas discuter de la façon dont on va se mettre d'accord. Plus de 5 ans après. C'est effrayant quand même. La seule chose que les représentants ukrainiens ont bien daigné fournir, c'est leur proposition sur les règles de travail du groupe de contact. Et même là, c'est pas gagné parce que leur proposition contredit l'essence même du paquet de mesures visant à la résolution pacifique du conflit dans le Donbass. En clair, on n'est pas du tout sorti des ronces, je vous le dis tout de suite. Non, c'est vraiment... Et moi, quand je vois ça et que je compare avec les déclarations récentes de Zelensky, où l'autre il te sort que lui et son équipe ont réussi à accélérer le processus de Minsk. Pardon ? Dans quelle réalité alternative ? Il nous a sorti aussi que chaque réunion à Minsk doit aboutir à un document sur l'accord obtenu lors de la réunion, ce qui est ce qu'on demande depuis des mois, mais que la représentation ukrainienne refuse de faire, dans la réalité, et qu'il compte bien mettre fin au conflit dans le Donbass avant la fin de son mandat. Soit il prend les gens vraiment pour des cons, soit il prend de la drogue, soit il vit dans une réalité alternative, soit les trois à la fois. Non, parce que c'est pas possible, je veux dire, là ce qu'il raconte, ça n'a rien à voir avec la réalité, rien du tout. Parce que, comme vous pouvez le voir vous-même, hein, rien dans le processus de Minsk n'a accéléré depuis que Zelensky est président de l'Ukraine. On est toujours au même point, toujours. Hein. Ça fait le même sur place qu'à l'époque de Porky. Et puis, Zelensky peut continuer à utiliser ses écrans de fumée médiatiques autant qu'il veut. Ça change rien à la réalité, ça change rien aux faits. Bon, la Kiev est en train de pousser pour avoir une réunion au format Normandie le 30 avril via vidéoconférence, donc la Russie
a confirmé qu'il y avait des négociations en cours à ce sujet-là, mais je pense que la Russie doit gentiment dire à l'Ukraine, mais dites, vous avez avancé sur rien. Aucun des points de la réunion précédente, à part l'échange de prisonniers, et encore, c'est toujours pas le format tous contre tous, rien n'a avancé. Le cessez-le-feu, vous pouvez le voir vous-même, c'est toujours n'importe quoi. Le retrait des troupes, on n'a toujours pas réussi à déterminer, 4 mois après, les 3 zones pilotes. 3 zones, on doit trouver 3 zones en commun, c'est toujours pas fait, 4 mois après. Je veux dire, la partie politique, ça n'a pas avancé d'un iota, la formule Steinmeier non plus. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt à faire une nouvelle réunion, même au format vidéoconférence, parce qu'il n'y a rien à avancer. Le seul intérêt, c'est pour Kiev, pour faire croire que l'Ukraine veut faire avancer le processus de Minsk tout en sabotant, pour pouvoir ensuite jeter les accords à la poubelle sous prétexte que ça n'a pas avancé assez vite. Ou venir vers la Russie avec des demandes délirantes que Moscou refusera pour pouvoir dire ensuite, vous voyez, la Russie, elle veut pas la paix, donc ça sert à rien, donc on se casse. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. D'ailleurs, Zelensky l'a dit ouvertement, hein, il a dans un documentaire sur sa première année en tant que président, il a dit que d'ici la fin de l'année, les accords de Minsk ne sont pas mis en œuvre, ah ben on va changer de tactique. Ben, en clair, ça veut dire qu'ils vont sortir des accords de Minsk. C'est le fameux plan B, le fameux scénario chypriote dont je vous parle depuis des mois. Hein, il a dit, je cite, « J'ai dit que j'étais prêt à attendre 1 an, à travailler pendant 1 an. Si le processus de Minsk ne fonctionne pas, nous changerons de tactique. Nous sommes prêts pour cela. L'année n'est pas encore écoulée. » Je vous l'avais dit. Bon, ça entraînait un joli petit commentaire de Denis Pouchiline, le chef de la RPD, qui a expliqué que ses paroles expliquent pourquoi en fait Zelensky veut amener les accords de Minsk dans une impasse. Hein. Il a dit la raison pour laquelle la partie ukrainienne fait tout son possible pour que les accords de Minsk finissent dans une impasse devient évident. Kiev cherche à imposer son plan de résolution du conflit qui n'est bénéfique que pour l'Ukraine. C'est bien ce que je vous ai dit depuis des mois. Donc voilà, ils n'ont pas du tout l'intention d'appliquer les accords de Minsk. Zelensky, pas plus que Poroshenko. Bon, autant vous dire qu'à ce rythme-là, les accords de Minsk sont pas prêts d'être mis en œuvre, hein, ni cette année, ni avant la fin du mandat de Zelensky, parce que c'est pas ça le but. Et puis pendant ce temps-là, les civils de la RPD et de la RPL continuent de subir les bombardements des forces armées ukrainiennes, de voir leurs habitations détruites quand ils ne sont pas blessés ou tués. Voilà, je rappelle, ces tirs ne devraient même plus avoir lieu. On est plus de 5 ans après les accords de Minsk II, le cessez-le-feu n'est toujours pas mis pleinement en œuvre. C'est impressionnant. Enfin, quand je vois que déjà ça, c'est limite mission impossible pour l'Ukraine, et pour Zelensky, après 1 an de présidence, je vois pas comment qui que ce soit peut espérer que les autres points des accords de Minsk seront mis en œuvre avant la fin de son mandat. Ça, c'est à part pour les gens qui vivent au pays des bisounours. C'est tout ce que je vois, mais sinon, non. Je vais revenir sur la situation concernant le coronavirus. Puisque le nombre de cas a fortement bondi, tant en RPL qu'en RPD. Je rappelle que l'RPL avait été la première des 2 républiques populaires affectées par le coronavirus. Jusque-là, elle avait maintenu un nombre de malades relativement faible, situation qui a radicalement changé le 22 avril, puisque ce jour-là, la ministre de la Santé de l'RPL, Natalia Pashchenko, a annoncé que le nombre de cas de coronavirus dans la République avait plus que doublé, donc ils étaient passés à 48 personnes testées positives au Covid-19, un chiffre qui a encore augmenté dans les jours qui ont suivi. On a atteint maintenant les 70 cas. C'est tous des personnes qui avaient été placées sous surveillance parce qu'elles avaient été en contact avec d'autres malades identifiés. On a actuellement plus de 5000 habitants de l'RPL sous surveillance médicale pour éviter la propagation du coronavirus, dont moins d'une centaine à l'hôpital. Les autres sont en confinement à la maison. La ministre de la Santé a aussi annoncé que 7 personnes étaient désormais guéries. Un patient porteur du coronavirus était mort. Mais alors, ce cas-là, donc je l'ai compté dans les morts parce qu'il avait été quand même diagnostiqué. Mais en fait, c'est un monsieur qui souffrait d'une maladie cardiovasculaire, qui était alité depuis longtemps et qui était déjà à l'article de la mort. Et on ne sait pas si le coronavirus a affecté sa maladie cardiovasculaire ou pas, puisqu'il a été diagnostiqué en fait le jour de sa mort, et qu'il n'est pas mort d'une insuffisance respiratoire, ce qui est quand même un symptôme typique du coronavirus. Il n'était pas sous ventilation artificielle, donc ce qui suggère que le patient est mort de sa maladie cardiovasculaire, mais bon, je suis obligée de le mettre puisqu'il a été détecté, et il faut le retirer parce qu'on ne peut plus le compter comme un cas actif, donc voilà, c'est pour ça qu'il est quand même dans le graphique.
Pour ceux qui s'inquiétaient au niveau des prisonniers qu'on a rapatriés de l'Ukraine, en RPL, tous les prisonniers qui ont été récupérés ont été testés lors de l'échange du 16 avril. Tous sont négatifs, mais malgré ça, ils vont rester sous surveillance médicale à l'hôpital pendant 2 semaines, puis ils seront testés de nouveau, et c'est seulement à ce moment-là, s'ils sont de nouveau testés négatifs, que les prisonniers seront transférés dans d'autres institutions médicales pour examen plus approfondi et traitement des pathologies ou blessures dont ils peuvent souffrir suite à leur captivité. Parce que vous vous souvenez que, vu l'état des prisonniers qu'on a récupérés, je pense que ceux de l'RPL, c'est peu ou prou la même chose, et que donc ils vont avoir besoin de soins. Dans le même temps, pour sensibiliser la population aux gestes de prévention contre le coronavirus, le Parlement des jeunes de la RPL a lancé un site internet. Donc on peut s'amuser à tester les connaissances sur le Covid-19. Je me suis amusée à y jouer pour voir un petit peu. Il y a tout, mode de transmission, période d'incubation, gestes barrières, procédures à suivre en cas de soupçon de coronavirus, traitement, etc. Donc ça fait partie des questions sur lesquelles on peut tester ces connaissances. En cas d'erreur, la bonne réponse est donnée tout de suite, donc vous pouvez corriger vos fausses idées sur le coronavirus de manière assez ludique et simple. Les informations de ce questionnaire sont basées sur les données de l'OMS et de l'agence sanitaire russe. Le Parlement des jeunes de l'RPL publie aussi chaque jour sur Contact des informations sur les mesures de prévention et de protection contre le coronavirus, et ses membres participent à la campagne visant à aider les personnes confinées en leur procurant donc nourriture, eau et médicaments à la maison. En RPD, la situation est identique. La RPD a désormais 76 cas de coronavirus diagnostiqués, 3 patients guéris qui sont sortis de l'hôpital, mais on a aussi nos premiers décès. Nous, il n'y a pas de doute. Par contre, contrairement à l'RP, il n'y a pas de doute au niveau du lien entre le coronavirus et la mort de ces patients. Ce sont des personnes qui présentaient des symptômes clairs de maladies infectieuses respiratoires, en plus d'être testées positives au Covid-19. On a actuellement RPD 8344 personnes sous surveillance médicale, dont 399 avec des symptômes de maladies respiratoires d'origine virale. 7869 sont confinées à la maison. 60 personnes qui étaient suspectées d'avoir le Covid-19 ont quitté l'hôpital après guérison et 2 tests négatifs, ce qui indique qu'elles souffraient d'une autre maladie respiratoire virale, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus. La police de la RPD continue ses vérifications du respect du confinement à la maison. Donc là, cette semaine, ils en ont vérifié plus de 2800, ils ont détecté 26 violations, donc les gens vont se prendre une belle prune. Et pour endiguer la propagation du coronavirus, le chef de la RPD a décidé, comme la Russie, de repousser, comme je le disais, les célébrations du mois de mai à plus tard, entre autres la parade de la victoire, le régiment immortel, et le jour de la République, qui devait avoir lieu le 11 mai. Le port du masque a aussi été rendu obligatoire dans les magasins, les bâtiments, les transports publics, pour limiter au maximum la propagation du virus, sans en venir à un confinement généralisé. D'ailleurs, la production locale va encore augmenter, comme je le disais, on devrait atteindre les 12 millions de masques par mois. Là, le 5 mai, une nouvelle ligne de production devrait ouvrir, donc on devrait arriver à bien fonctionner. En tout cas, je le vois, les gens respectent bien les consignes. Il y a toujours 1 ou 2 inconscients qui osent se pointer dans les magasins sans masque, mais je dirais que 95, si pas 98% des gens portent des masques à l'entrée des magasins. Donc non, il n'y a pas de... Les gens se comportent pas comme des gros débiles, contrairement à ce que raconte ce cher Christopher Miller de Radio Svoboda. Alors, si on regarde un petit peu la situation en Ukraine, eh bien, en Ukraine, comme à Westeros, les personnages qui participent au jeu des trônes apparaissent, disparaissent, meurent, puis ressuscitent, comme ce cher Mikhail Saakashvili, oui, Saakavis, qui est de retour. Voilà, après s'être fait éjecter du pays et de sa vie politique par Poroshenko, il a de bonnes chances d'y revenir grâce à la proposition de Zelensky d'en faire un de son vice-premier ministre en charge des réformes. Voilà, alors je vous fais le petit résumé de tout ça, petit rappel des épisodes précédents de cette série palpitante version ukrainienne. Donc en 2018, Poroshenko s'était débarrassé de son ex-allié devenu opposant Saakavis, je surnomme Saakavis. Il l'avait expulsé de manière assez musclée vers la Pologne après lui avoir retiré sa nationalité ukrainienne.
Mais il en faut plus pour se débarrasser de l'encombrant ex-président géorgien. Et donc il est revenu en Ukraine en mai 2019, après que Zelensky lui ait rendu sa nationalité ukrainienne. Bon, depuis lors, il se contentait d'arpenter les plateaux télé pour dire à quel point l'équipe de Zelensky fait n'importe quoi et mène le pays dans le mur. Et donc voilà que là, Zelensky a décidé de proposer à Saakashvili de devenir vice-premier ministre en charge des réformes. Puisqu'il a l'air de savoir comment faire mieux que l'équipe actuelle. Je sais pas, ils se sont dit... on a qu'à lui... Vas-y, montre-nous de quoi t'es capable, quoi. Après tout, en Occident, Saakashvili est mis en avant pour les réformes qu'il a menées en Géorgie du temps de ses 2 mandats présidentiels. Le petit problème, c'est que cette vision idyllique des choses oublie soigneusement les cadavres dans le placard et ceux qui sont planqués sous le tapis. Bon, déjà, ces détournements de fonds et ces abus de pouvoir, pour lesquels, je rappelle, il a été poursuivi et condamné par contumace en Géorgie à 6 ans de prison. Poursuites d'ailleurs qui l'ont poussé à renoncer à sa nationalité géorgienne et à demander la nationalité ukrainienne, pour éviter d'être extradé vers son pays d'origine. La lutte contre la corruption de Saakashvili n'a consisté en fait qu'à la déplacer du bas vers le haut de la société, puisque l'équipe gouvernementale de Saakashvili s'est appropriée des biens en jetant des hommes d'affaires en prison sur base d'accusations foireuses pour obliger ces derniers à céder leurs biens à des proches de Saakashvili pour éviter de se prendre plusieurs années de tôle. Ces réformes ultralibérales ont mis 100 000 Géorgiens au chômage, totalement détruit le droit du travail, privant les travailleurs du droit de contester leur licenciement ou autres décisions de leur employeur. Les syndicats ont été complètement émasculés. Saakashvili est aussi accusé d'avoir transformé le ministère de l'Intérieur géorgien en outil de répression brutale de l'opposition et de tous ceux qui critiquaient son gouvernement. L'ancien ministre de la Défense, Irakli Okrouashvili, a déclaré en 2007 que Saakashvili lui avait demandé d'organiser l'élimination physique de l'oligarque d'opposition Badri Patarkatsishvili, une histoire confirmée par 2 Tchétchènes de Turquie qui ont reçu la même demande du vice-ministre de l'Intérieur géorgien de l'époque. Plusieurs d'ailleurs des membres du gouvernement de Saakashvili, actuellement en fuite, sont accusés d'être impliqués dans des assassinats politiques. 3 fois rien, quoi. Sans parler des crimes de guerre de Saakavis, quand même, pour lesquels, je rappelle, il n'a toujours pas été jugé, puisque en août 2008, alors qu'il était président de la Géorgie, il a lancé une offensive contre l'Ossétie du Sud, provoquant la mort de plusieurs centaines de civils, de miliciens locaux, mais aussi de casques bleus russes, qui étaient là, je rappelle, sur mandat de l'ONU. L'armée géorgienne a tiré, je rappelle, en pleine nuit sur Tsinkvali, la capitale d'Ossétie du Sud, visant délibérément les zones résidentielles et la base des casques bleus russes qui étaient présents sur place. Et puis si on veut finir le portrait de ce personnage central du jeu des trônes sauce ukrainienne, il est bon de rappeler quand même que Saakashvili est un russophobe pathologique, dont la nomination au poste de vice-premier ministre risque d'aggraver encore un petit peu plus les relations entre l'Ukraine et la Russie. En plus, il n'est pas du tout stable psychologiquement. Il change d'allégeance comme de chemise, je rappelle qu'il a d'abord été l'allié de Poroshenko avant de le poignarder dans le dos quand même, qu'il est plus un faiseur de révolution colorée qu'un vrai dirigeant, qu'il est en plus fortement lié aux démocrates américains et qu'il est en conflit ouvert avec l'indétrônable ministre ukrainien de l'Intérieur, Arsène Avakov. Et c'est là qu'on en vient au pourquoi Zelensky a eu cette idée... très spécial de proposer ce poste à Saakashvili, parce que au vu du conflit bien connu entre Saakavis et Avakov, on est quand même plusieurs à se dire que Zelensky fait appel à l'ex-président géorgien pour contrecarrer, entre guillemets, le pouvoir grandissant du ministre de l'Intérieur, qui, comme je le disais précédemment, bénéficie actuellement grandement des mesures draconiennes qui ont été mises en place pour contrer l'épidémie de coronavirus. Bon, mais alors si c'est le cas, c'est un très mauvais calcul. Déjà parce que Saakashvili est incontrôlable, qu'il n'hésitera pas une seconde à foutre le bordel au sein du gouvernement ukrainien déjà passablement affaibli pour mener sa petite guerre personnelle contre Avakov. En plus, je pense pas que de voir en nouveau en public des échanges d'insultes et des verres d'eau qui volent entre Saakashvili et Avakov va améliorer l'image de Zelensky et de son gouvernement. Ça fera que montrer encore un petit peu plus que le président ukrainien ne contrôle absolument rien, pas même les membres de son gouvernement. Zelensky lui-même d'ailleurs pourrait se retrouver pris au milieu du champ de tir, pris en étau entre les 2 mastodontes de son gouvernement que sa faible carrure politique empêchera totalement de contrôler. Sans parler du risque de voir l'histoire se répéter, puis de voir Saakashvili devenir un fervent opposant de Zelensky après avoir été son allié, et de le voir organiser des manifestations contre lui, comme il l'a fait avec son prédécesseur Poroshenko. Parce que le problème, c'est que Saakashvili, c'est pas un homme politique qui supporte d'occuper un rôle secondaire.
Ce qu'il a accompli en Géorgie, il n'a pu le faire que parce qu'il avait les pleins pouvoirs entre son poste de président et ces méthodes illégales sur lesquelles l'Occident a totalement fermé les yeux. Le fait d'être limité dans ses pouvoirs et ses ambitions, c'est déjà ce qui l'a amené en conflit avec Poroshenko. Et c'est ce qui risque d'arriver à Zelensky, parce que Saakashvili est déjà actuellement plus puissant que lui, et il va pas accepter de se faire traiter comme un sous-fifre par un comique devenu président par miracle. Donc, soit Zelensky va le laisser faire tout ce qu'il veut, et à un moment, Saakashvili va se dire qu'il deviendrait bien calife à la place du calife, parce que le calife n'est qu'une marionnette désarticulée, et que Saakashvili est plus puissant que lui. Soit Zelensky va essayer de le contenir avec beaucoup de difficultés, ça va tourner au clash, à l'affrontement public, comme avec Poroshenko, et l'histoire va se répéter. La technique du divisier pour mieux régner, ça peut marcher que si le dirigeant qui l'utilise est déjà suffisamment, on va dire, fort pour pouvoir contrôler le processus, mais aussi assez intelligent pour évaluer les forces en puissance, y compris la sienne. Or, Zelensky, comme je le disais il y a quelques temps en arrière, est désormais très affaibli politiquement. Il a perdu le soutien d'une bonne partie de ses électeurs, de son mécène oligarque, Kolomoïski. Une partie de ses députés l'a lâché. Les fonds promis par le FMI se font toujours attendre, et la paix dans le Donbass aussi d'ailleurs. À l'opposé, Avakov et Saakashvili sont chacun bien plus puissants, respectivement, que le président ukrainien. L'un grâce à ses milices néo-nazis et les informations compromettantes qu'il a sur tout le monde, et l'autre grâce à ses soutiens américains, son charisme et ses coups de communication réussis. Donc mettre ces deux mastodontes dans la même arène avec Zelensky dans le rôle de l'arbitre... Comment vous dire ? Je pense que c'est la quasi-assurance de voir l'arbitre se prendre des coups avant la fin du combat. En plus, les liens forts de Saakashvili avec les démocrates et entre autres Joe Biden pourraient provoquer de nouvelles tensions entre Zelensky et Donald Trump. Certains, comme Yelena Loukash, l'ancienne ministre de la Justice sous Yanukovych, estiment que cette nomination de Saakashvili est un signe avant-coureur de l'autodestruction des autorités ukrainiennes actuelles. Reste à voir si les députés de la Rada vont accepter cette nomination, parce que donc il a présenté son programme devant les députés ukrainiens hier, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de vote. Et pour l'instant, aucun pronostic ne peut être fait. Le nombre de paramètres inconnus est tellement élevé que c'est une équation à 20 000 inconnus. Un certain nombre de députés du parti de Zelensky, semble-t-il presque la moitié, ont l'air de s'opposer à cette nomination. On ne sait pas si Poroshenko va voter pour, dans l'idée de « je laisse le renard rentrer dans le poulailler pour foutre le bordel et tirer ensuite moi-même les marrons du feu ». Ou est-ce qu'il va laisser son conflit avec Saakashvili prendre le dessus et il va voter contre ? On sait pas. Voilà, donc vous voyez, le jeu des trônes en Ukraine continue, hein, le Game of Maidan, saison 3, épisode 6. Si Saakashvili obtient ce poste de vice-premier ministre, Zelensky pourrait découvrir sous peu qu'il n'a pas la carrure nécessaire pour jouer à ce jeu des trônes. La Géorgie a déjà menacé de rapatrier son ambassadeur actuellement à Kiev si jamais Saakashvili était passé vice-premier ministre ukrainien. Donc ça commence quand même à sentir le pâté, quoi, tu vois. Ça risque de foutre le bordel, hein, quand même, entre les relations entre l'Ukraine et la Géorgie. Non, je pense que c'est une très mauvaise idée. Je sais pas qui a eu cette idée, mais c'est une très mauvaise idée. Parce que je pense que, comme dans la série Game of Thrones, c'est le genre d'erreur de jugement qui va avoir des conséquences désastreuses pour l'Ukraine, qui a plus que jamais besoin de dirigeants compétents pour éviter le gouffre et pas d'une guerre des chefs et d'un chaos incontrôlable au sein même de son gouvernement. Non, là, les bastons avec jetage de verre de flotte à travers la pièce, c'est... Non, on n'en est plus là. Si les gens voient ça, je vous jure que les ratings de Zelensky et de son gouvernement vont finir de se casser la gueule, il va finir au niveau de Macron, quoi, hein, voire pire. Hein. Donc, voilà. Alors, je dis pas de pendant ce temps-là à Kiev, même si franchement il y aurait eu un petit truc avec Saakashvili, parce que donc il s'est pointé à une réunion du parti de Zelensky, il avait le drapeau ukrainien à l'envers. Ça fait bien, ça commence bien. Mais bon, j'ai plutôt décidé de rire du coronavirus. Donc c'est pendant l'épidémie de coronavirus. Alors j'ai deux petites images, donc je vais vous les traduire, hein, parce que c'est en russe. Donc la première, ce sont des policiers russes qui ont mis nous travaillons pour votre sécurité, restez à la maison. Et alors le panneau que porte le chien, c'est sinon je vous mords les fesses. Voilà.
Et alors la deuxième image concernant le coronavirus, c'est une image, donc voilà, je vous l'affiche, donc ça dit, les tyrannosaures sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas se laver les mains pendant l'épidémie de coronavirus. Et là, vous avez le tyrannosaure devant son lavabo qui n'arrive pas à atteindre, en train de dire « Non, je ne veux pas mourir !» Voilà. C'était les deux images qui, moi, m'ont marqué cette semaine concernant le coronavirus, que j'ai trouvé très très drôle. Donc voilà la situation. Comme je vous l'ai annoncé, donc semaine prochaine, il n'y aura pas de rapport de situation sur le Donbass, puisque je pourrai pas être en ligne. Je vais être pas mal occupée. Et donc je vous retrouve dans 15 jours pour le prochain rapport de situation. Je publierai néanmoins des articles cette semaine et la semaine d'après. Mais le week-end prochain, là, ça va vraiment pas être possible. Donc voilà, continuez à suivre l'actualité sur Donbass Insider. N'oubliez pas de nous suivre sur Telegram, sur Contact. Nous sommes aussi sur Twitter et sur Facebook, mais vraiment privilégiez de plus en plus les réseaux sociaux alternatifs, parce que on recommence à avoir des choses assez bizarres avec Facebook et avec Twitter entre autres. Donc vraiment n'hésitez pas à passer sur ces autres réseaux sociaux, entre Telegram qui est quand même bien pratique, vous recevez tout de suite la notification et vous recevez aussi des informations que je ne publie pas sur d'autres plateformes, comme les informations en live concernant certains bombardements importants de certaines zones, comme entre autres Gorlovka. Donc vraiment, passez sur Contact, sur Telegram, c'est super important. Et puis je vous dis dans 15 jours pour le prochain rapport de situation sur le Donbass. Et en attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end.